Bonjour et bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je suis Thibaut Elie et aujourd'hui c'est un nouvel épisode spécial au Festival de Cannes 2019. Je suis avec la réalisatrice Aude Léa Rapin, dont le premier long métrage, Les héros ne meurent jamais, est présenté à la Semaine de la critique. Il concourt aussi pour le prix du meilleur premier film de Cannes, la Caméra d'Or. Bonjour. Bonjour. Votre film raconte l'histoire de Joachim, un jeune Français qui, suite à une rencontre, croit être la réincarnation d'un soldat mort en Bosnie en 1983. Avec 3 amis, une réalisatrice, un ingénieur du son et un caméraman, Joachim part à la recherche de ce fantôme de lui-même. Tout d'abord, d'où vous est venue l'idée de cette réincarnation en écho à la guerre dans les Balkans ? En fait, le point de départ de cette histoire, c'est une rencontre fortuite dans la rue. J'ai croisé un monsieur qui faisait la Manche à Paris et il avait trouvé une manière assez originale de gagner de l'argent. En fait, chaque fois que les gens passaient devant lui, il leur conférait un nom et une vie qui n'était pas la leur. Et je me suis intéressée à cet homme. J'avais l'impression qu'en écho, quelque part, il faisait à peu près la même chose que moi. En fait, c'était comment produire du récit pour essayer d'intéresser quelqu'un et que la personne s'arrête un tout petit peu et s'intéresse à lui. Et puis voilà, ça m'a travaillé un peu. Et puis quelques jours après, j'ai commencé à me demander si c'était pas le point de départ d'une histoire. Et si un personnage le croisait et se mettait à croire à son récit, à croire à l'histoire que cet homme raconte. Et voilà, ça m'a basculé dans une autre trajectoire qui est celle de l'envie comme ça de parcourir un film, en tout cas qu'un film parcourt cette après-guerre en Bosnie-Herzégovine, dans un pays comme ça hanté par les fantômes d'une guerre récente. Comment une petite histoire de quelqu'un qui est hanté par sa propre mort et par la peur de mourir se retrouve comme ça brassé dans un pays où on cherche ses morts, où on cherche à vivre après la mort. Voilà comment les choses se sont croisées. Votre film il est à la fois entre la guerre et la paix d'aujourd'hui, la mort et la vie, le passé et le présent. Et également la France et la Bosnie. Comment est-ce que vous avez réussi à connecter une histoire française et une histoire de la Bosnie et de la guerre ? De manière très intuitive en fait. C'est un film qui s'est écrit et produit dans un seul jet comme ça en quelques semaines, en quelques mois. En fait, je crois qu'il y a eu 3-4 mois qui se sont écoulés entre la naissance de l'idée et puis tout d'un coup rentrer vraiment dans la prépa là-bas en Bosnie. Et c'est des questions que je me suis pas posées en fait. Je me suis pas posée dans le sens où je me les suis posées évidemment, mais d'une manière intuitive, liée à des expériences de vie, d'avoir moi-même fait ce voyage tellement de fois. C'est un pays que je connais bien, que j'ai arpenté beaucoup, dans lequel j'ai habité. Et du coup, je suis partie de souvenirs ou de sentiments, de mémoires, de choses qui m'avaient traversée. Et j'ai essayé de faire en sorte que le film les traverse aussi, à sa façon. Voilà, je crois que c'est aussi un film qui, en plus des thèmes que vous avez abordés, je crois surtout qu'il y avait l'envie comme ça d'un récit quasi documentaire qui se fasse comme ça happé par un récit de fiction. Et pour ça, la toile de fond et la toile de forme, d'une certaine façon, s'imbriquaient de manière à... Oui, parce que votre film il prend la forme inattendue d'un faux documentaire, ce qu'on appelle aussi un documentaire, qui tente de faire croire aux spectateurs que ce n'est pas une fiction, mais un projet de tournage crédible. Qu'est-ce que vous a apporté ce choix formel ? Je crois que j'avais pas mesuré à quel point c'est contraignant parce que du coup ça obligeait à travailler quasiment tout le temps en plan séquence, dans le sens où le personnage qui filme, donc mon chef opérateur Paul Guillaume, était aussi le personnage du documentaire qui se fabrique dans le film, et on a confondu les deux caméras, donc c'est jamais un film qui filme les gens en train de filmer, c'est un film où la caméra est seule et unique, et pour que ce personnage de Paul soit crédible, il pouvait pas être à 2 endroits à la fois, il pouvait pas compresser l'espace-temps, donc on était en temps réel en images, ce qui est normalement tout l'enjeu en fiction, c'est de pouvoir casser le temps réel, de pouvoir créer des ellipses au sein d'une discussion, de pouvoir ça, ce qu'on n'avait pas là comme possibilité. Donc le vrai enjeu, c'était d'être comme ça toujours sur le vif, qu'on ait toujours le sentiment avec ce film d'être sur le vif. Et ça, c'était l'avantage de ce procédé qui a obligé tout le monde à se mettre au diapason, et les comédiens, et la narration, le récit. Un récit comme ça qui avance en faisant croire qu'on ne sait pas où on va, comme dans la vraie vie en fait, où les scénarios ne sont pas écrits par avance. Donc vous alliez ce réalisme documentaire, à la fois sur le fond et sur la forme, mais le film il repose aussi sur un postulat fantastique, surnaturel, voire mystique, celui de la réincarnation. Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver un équilibre entre ce réalisme et cette mystique ? Oui, parce que j'ai l'impression qu'avec un point de départ comme celui du film, j'ai l'impression que à un autre moment de ma vie où plein d'autres gens seraient allés complètement ailleurs avec ce point de départ. C'était un vrai postulat de départ qui aurait pu être un film de SF ou un film fantastique, effectivement. Et c'est pas le choix que j'ai fait sur ce film.
C'est un choix plutôt de la croyance, du récit, c'est-à-dire comment ce personnage, le personnage principal du film, nous raconte une histoire, nous demande de le croire. Et je fais le choix de le croire et de l'accompagner dans cette histoire, sauf qu'à partir du moment où on s'embarque avec lui dans cette histoire-là, on s'embarque dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est difficile de voir des fantômes, c'est difficile qu'il s'y passe beaucoup de magie. Et c'est justement ça qui m'intéressait, c'est que quand bien même il ne se passe rien, au cœur de l'histoire, les personnages continuent de faire avancer l'histoire par eux-mêmes, en fait, par le lien d'amitié, par leur propre nécessité de récit, et pour qu'il se passe quelque chose, en fait, puisqu'ils sont en train de fabriquer un film, il faut bien que le film existe, donc il faut le faire avancer par soi-même. Est-ce que cette dualité entre surnaturel et réalisme vous a conduit à faire des choix de mise en scène difficiles ? Les choix de mise en scène, en tout cas les choix de narration, ils étaient présents au scénario, donc c'était quelque chose qui... j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à ce que le film se déplace au fur et à mesure dans cette veine comme ça où on tourne en vidéo, en DV le début du film, et puis on bascule comme ça en scope et puis plus on avance, moins on a d'adresse à la caméra, moins on est pour être complètement pris où la fiction a mangé le film sur toute la dernière partie. Et j'ai trouvé cette équipe très naturelle dans le sens où on a tourné ce film dans l'ordre, quasi dans l'ordre, et qu'on a suivi de manière très organique en fait cette trajectoire, tous ensemble, collectivement, les acteurs, l'image. Encore une fois, on était aidés par le fait que la place de la caméra, elle, ne devait pas changer en fait. On continuait d'être avec ce chef opérateur interne et externe qui a guidé comme ça nous a guidés dans le travail de mise en scène. Justement, comment avez-vous travaillé avec Paul Guillaume pour l'intégrer dans cette fiction et en même temps que son esthétique colle au documentaire? On a travaillé ensemble réellement main dans la main en fait. Je pense que Paul a extrêmement bien compris l'enjeu du film, le propos, l'enjeu. Et il a été d'une grande force de proposition, très investi dans cette place justement où on ne cherche pas un découpage, on cherche un point de vue. Voilà. Donc c'était un film de travail de point de vue qu'il a ramené lui. C'est un chef opérateur qui venait de travailler là depuis 2 ans avec Sébastien Lipschitz sur 2 documentaires. Et donc il avait cette double casquette entre la fiction de quand il fait Ava avec Léa Missius, tournée en 35 mm. Extrêmement précis, très découpé, et de l'autre côté son expérience documentaire, et j'ai l'impression qu'on a bénéficié ensemble de ces deux casquettes, et qui étaient assez proches de la mienne en fait, moi aussi j'ai une trajectoire entre le documentaire, en tout cas qui a commencé par le documentaire et qui aujourd'hui se déploie dans la fiction, et j'ai l'impression qu'on s'est très bien compris comme ça tous les deux entre les lignes. Et à propos de son travail, moi j'ai trouvé qu'il était très beau et assez poétique, notamment grâce à des rendus de couleurs ou des rendus optiques, notamment l'utilisation d'optiques anamorphiques qui permettent de faire des fonds particuliers. Est-ce que ce travail esthétique ne pouvait pas conduire à rompre le pacte avec le spectateur du documentaire ? Alors peut-être, effectivement, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, est-ce qu'on partait avec du matériel complètement amateur, et en fait on n'y voyait pas trop la nécessité d'aller jusque là dans le code du documentaire, et puis par ailleurs on a bénéficié d'une chance qui était indépendamment de notre volonté en fait, mais voilà, dont on est très heureux et reconnaissant, c'est que Panavision s'est retrouvé à nous proposer la série mythique des optiques de la série C. C'est rare d'y avoir accès, encore plus rare pour un premier film et puis pour un jeune chef opérateur, et c'est qui offre une image comme ça très douce, qui nous semblait très adapté à ce qu'on était en train de raconter. Et de l'autre côté, le travail sur la couleur, il y avait vraiment l'envie, étant donné les Balkans, c'est des pays qu'on peut imaginer comme ça, ces pays de l'Est, la guerre, le communisme, il y a quelque chose qui aurait pu s'offrir comme ça dans un schéma de grisaille, en tout cas d'une image un peu terne, et on avait vraiment envie de laisser la part belle à la couleur, que ce soit un film lumineux dans son approche de l'image, et du coup on y a été effectivement très sensible, et comme c'est un film qui se tourne beaucoup dans des extérieurs, en plein été, c'est aussi très aidant, quoi. On est voilà, sur des couleurs vertes, rouges, bleues, qui sont jaunes, qui sont très des couleurs de la vie en fait, d'un été en Bosnie. Eh ben, merci beaucoup Audley Rapin pour cet entretien. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance pour la Caméra d'Or. Merci d'avoir participé à cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous réécouter et nous suivre sur le site négatif.co et sur les réseaux sociaux. À bientôt.